Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Critflix. Comme d'habitude, on va vous faire le point sur les audiences, sur nos recommandations, sur les news, mais aussi sur le programme télé, pas forcément dans cet ordre-là. On verra l'ordre une fois que j'aurai dit bonjour à David. Comment ça va, David? Eh bien bonjour, ça va très très bien. En ce week-end du 1er mai, il s'est passé encore plein de choses à la télé, au cinéma, et on a hâte de vous raconter tout ça. Voilà, et on va vous raconter tout ça avec un peu plus de dynamisme que la semaine dernière où nous étions tous les deux très fatigués, hein. Je ne sais pas si tu te rappelles de ce moment. Ah, je me rappelle de ce moment, mais j'avais pas l'impression que ça s'était entendu autant que ça. Non, ça ne s'entend pas autant que ça, mais disons que les auditeurs les plus aguerris, à mon avis, auront capté que nous étions un petit peu plus au ralenti que d'habitude. Mais c'est pas grave, Sans on va doute. repartir sur un nouveau dynamisme et tout de suite commencer comme d'habitude par nos recommandations. Quelle est ta recommandation de la semaine? Alors moi, ma recommandation de cette semaine, c'est un film que j'ai vu sur MyCanal et qui s'appelle Quand vient l'automne. Un film réalisé par François Ozon, sorti l'année dernière, en 2024. C'est un film qui a été tourné dans la Nièvre d'ailleurs, Oui, c'est vrai. mais pas du tout dans notre côté de la Nièvre, hein, puisque c'était tout en haut du côté de Donzy, à côté de Cosne-sur-Loire. Savoir que la Nièvre, c'est un très grand département du nord au sud, donc c'était finalement assez loin, c'est à 2 heures, je dirais, de là où je vis. C'est un film qui est disponible sur MyCanal depuis le 22 avril, donc vous voyez, c'est vraiment tout récent. Et je l'avais loupé en salle. Ce film m'a complètement fasciné. Il faut savoir vraiment que c'est un film dans lequel on retrouve Hélène Vincent, que vous connaissez sans doute. Elle a été nommée au César, hein, d'ailleurs, pour son rôle dans ce film. Oui, tout à Elle est fait. très connue pour avoir joué la maman de la famille un peu bourgeoise, je sais plus le nom de la famille dans La vie est un long fleuve tranquille. Il y a également Josiane Balasco qui joue sa meilleure amie, qui joue super bien. Il y a Ludivine Sagné qui joue sa fille. Et puis sinon, bah voilà, en fait, hein, il n'y a pas tant d'acteurs que ça. On a Pierre Lotin, alors qui est un acteur vraiment que j'aime de plus en plus, hein, que vous avez pu voir dans Enfant phare récemment, et Oui, également un petit peu dans les tuches. dans Les Tuches, bien sûr. Et dans On ira. Sophie Quinin, et oui, et dans On ira également. Ouais, ouais. Et donc, c'est un film que j'ai trouvé vraiment super chouette. L'histoire, c'est difficile de la résumer, en fait. Donc, vous avez cette actrice principale, donc Hélène Vincent, qui joue Michel, qui est une retraitée qui vit dans ce petit village de Bourgogne. Et donc, on sent qu'elle est assez esselée. Elle a vraiment qu'une amie, c'est le personnage joué par Josiane Balasco. Elles passent leur vie toutes les deux, l'une avec l'autre. Elles font leurs petites activités. Et on comprend que Ludivine Sagné, donc sa fille à Hélène Vincent, va venir dans le village avec son petit-fils pour une semaine de vacances. Elle leur prépare à manger et elle va notamment leur préparer des champignons. Hélène Vincent ne va pas en manger, son petit-fils non plus, sa fille va en manger, mais il se trouve que ces champignons étaient des champignons toxiques. Elle va se retrouver, Ludivine Sagné, à l'hôpital, et à la suite de ça, elle va dire à sa mère: non mais t'as voulu m'empoisonner, j'en suis certaine, je m'en vais avec ton petit-fils qui devait passer la semaine là. Hélène Vincent réagit très très mal, elle refuse, etc. etc. Dans le même temps, on découvre que le fils de Josiane Balasco, qui est donc joué par Pierre Lotin, sort de prison. Elle va essayer de l'aider à se réinsérer. Et en fait, on entre dans une espèce de pseudo-polar. C'est ça qui est fou avec ce film, c'est qu'à la fois, il nous met dans le doute. Est-ce qu'elle a vraiment voulu empoisonner sa fille avec des champignons ou pas? On voit qu'elle a l'air de s'y connaître quand même en champignons, qu'elle fait attention en faisant la cuisine, mais en même temps, on la voit très très mal quand sa fille est empoisonnée. Hmm. On sent qu'elle, quelque part, elle aimerait récupérer la garde de son petit-fils parce que sa fille n'a pas l'air de s'en occuper du tout, et le papa du petit-fils vit à Dubaï. Et en fait, il va se passer, là, je vais m'arrêter là dans ce que je raconte de l'histoire, parce qu'après, il va se passer plein de rebondissements qui vont faire vraiment que ce film va devenir un polar. Mais ce que je trouve génial, c'est que tout le long du film, on ne sait pas sur quel pied danser. Et d'ailleurs, et je sais qu'en disant ça, je vais dissuader beaucoup de gens de regarder le film, parce que je me rends compte, moi, dans mon entourage, que les gens détestent ça. Mais à la fin, on n'est pas beaucoup plus avancé. Vraiment, et il y a une espèce d'ombre qui plane sur ce film qui fait qu'il est fascinant. Alors je vais être très clair tout de suite, hein. C'est pas le film du siècle. Je l'ai pas autant aimé que Conclave Ouais. l'année dernière, par exemple, ou que Dune 2, ou que tout ça, hein. Mais c'est un film qui nous plonge dans une ambiance qui est complètement singulière. Et vraiment, tout le long, on se dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe là? Est-ce que vraiment... Et ça a un peu un côté Chabrol, entre guillemets, hein, parce qu'on voit des tranches de vie comme ça. On sait jamais trop vraiment sur quoi ça va déboucher. Donc c'est vraiment un film qui nous met mal à l'aise, mais en même temps qui est bien fichu. C'est voilà, c'est assez difficile
de le décrire vraiment. C'est un film un peu à part. Alors François Ozon, moi je me rends compte que c'est un réalisateur, c'est un peu qui tout double. Oui, c'est ça. Par exemple, il y avait Mon Crime l'année dernière, j'avais trouvé ça cool, mais pas non plus forcément transcendant. Je sais que parmi ses premiers films, 8 femmes me laisse complètement de marbre. Hein. Je l'ai vu une fois ado et je m'étais dit c'était peut-être pas le bon moment. Je l'ai revu à l'âge Ouais. adulte, bof. Je sais que j'avais beaucoup aimé 5x2. J'adore France. J'ai beaucoup aimé été Potiche, 85, moi. ouais, et été 85, je l'ai pas vu. Grâce à Dieu, c'est super. Ouais. Potiche, j'ai trouvé ça très bof. Donc, c'est un peu une chance sur deux. Là, je sais qu'il est en train de travailler sur un film qui va s'appeler L'étranger, qui va Mhm. sortir en Tout 2026. à fait, ouais. Mais en tout cas, Quand vient l'automne, c'est un film qui est hyper déstabilisant, qui est joué avec brio, mais encore que le mot est trop faible. Vraiment, Hélène Vincent et Josiane Balasco et Pierre Lotin, notamment, enfin tout le casting, hein, mais notamment ces trois acteurs-là, sont absolument incroyables. Donc je conseille vraiment ce film tourné dans notre région de Bourgogne. Il est disponible sur Canal, il fait partie des coups de cœur Canal+, d'ailleurs. Et on le comprend tout à fait, c'était vraiment un film qui a fait quand même presque 700 000 entrées, et il a notamment bien marché dans les campagnes, et en fait c'est aussi une chronique pardon, de la vie à la campagne. On y voit Ouais. vraiment la vie par chez nous en automne. Bon, on va découvrir aussi qu'Hélène Vincent et Josiane Balasco, elles ont eu une profession un petit peu particulière dans le passé. C'est assez intéressant aussi de voir le regard là-dessus. Donc vraiment, c'est un film que je conseille vraiment beaucoup. Ça s'appelle Quand vient l'automne et c'est réalisé par Monsieur François Ozon. Bah écoute, c'était dans ma watchlist, je vais essayer de regarder ça dans les jours qui arrivent pour que je puisse te donner mon avis. En tout cas, ça a l'air super, tu donnes encore plus envie de le voir. Je savais que c'était un film particulier, mais François Ozon, moi, il m'a toujours fait peur. Je me souviens de Dans la maison aussi, que j'avais Ouais, trouvé bah, très très bizarre. ça j'ai pas vu. Donc. Ouais, c'est des films assez particuliers. Bah, c'est marrant parce que du coup, j'ai vu les seuls films. J'ai pas vu beaucoup de films de François Ozon, les seuls que j'ai vus, c'est ceux que t'as pas vus. Ouais. Moi, je vais vous parler d'un jeu vidéo que j'ai découvert sur téléphone. Ça fait des années que je cherche un jeu sur téléphone que je ne supprime pas au bout de 2 semaines parce que ça m'agace de devoir aller dans tous les menus chercher les cadeaux du jour et ça, voilà, ça m'énerve. Et en fait, j'ai profité du fait que maintenant on puisse sur iOS télécharger l'Epic Game Store pour téléphone. Et en fait, tous les jeudis, ils offrent Ouais. un jeu ou deux. Des jeux qui sont normalement payants et là ils les offrent. Alors le jeu est à 6,99€ de base, hein, donc c'est pas non plus un trou dans le portefeuille, mais là je l'ai eu gratuitement. Ça s'appelle Loop Hero. C'est un jeu qui est développé par Devolver. J'aime beaucoup ce développeur qui fait beaucoup de jeux indépendants un petit peu particuliers. Et donc là, graphiquement c'est fait un petit peu à l'ancienne, on dirait un peu un jeu NES. Et en fait, on vit dans un monde médiéval, héroïque fantasy qui commence à être oublié. En fait, il tombe dans l'oubli. Il va bientôt disparaître. Et vous êtes un héros qui est capable de créer une boucle pour ne pas être oublié. Et donc, vous allez devoir. Donc, il y a une boucle qui se crée, ce qu'on appelle dans un roguelite. Hein, donc, du coup, où vous allez avoir un point de départ et un point d'arrivée. Et en fait, vous allez combattre des monstres entre ce point de départ et ce point d'arrivée. Et à chaque fois, vous allez gagner des ressources, des nouvelles armes, pouvoir survivre le plus longtemps possible dans cette boucle. Puisque quand vous arrivez à la fin de la boucle, vous allez pouvoir la recommencer. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, au fur et à mesure, vous allez également gagner des cartes. Donc, ça devient un deck builder. Donc ces cartes, vous allez les disposer autour de la boucle pour créer des paysages, créer une forêt, créer une montagne, pouvoir mettre un phare, des lanternes, pouvoir créer par exemple un château de vampires autour de la boucle. Et en fait, ça va vous permettre soit d'avoir des bonus de vie, soit d'avoir des monstres différents qui vont vous donner d'autres ressources, mais forcément, vous allez avec ça augmenter la difficulté du tour que vous allez faire. Et donc le but est de tenir le plus longtemps possible pour avoir le plus de ressources possible. Et quand vous avez fini votre tour, vous avez la possibilité de rentrer au village et de reconstruire ce village avec les ressources que vous avez gagnées. Alors bien sûr, si vous mourrez, vous perdez les ressources que vous auriez dû gagner, il faut recommencer à zéro. Mais voilà, à chaque fois que vous avez, c'est à vous d'estimer, c'est un peu un pari avec vous-même, à vous dire, tiens, est-ce que je vais avoir assez de vie pour pouvoir faire un tour complet? Et si vous ne le sentez pas, vous rentrez au village, vous recommencez à zéro la fameuse boucle qui va être différente de celle que vous aviez. Et donc à chaque fois, il faut récolter des petites ressources et puis reconstruire ce fameux village en construisant une auberge, un hôtel, un forgeron qui va à chaque fois vous donner des bonus pour commencer la boucle d'après. Je sais pas si je me fais bien comprendre. Alors, en tout cas, moi j'ai Bon, compris, mais moi je joue très peu sur mobile et j'avoue que là ça fait envie parce que c'est vrai que sur mobile, comme tu dis, il y a toujours des jeux alors où il faut avoir pour jouer, pour gagner, il faut dépenser de l'argent en jeu, c'est pénible. Enfin, il y a plein de trucs qui sont du pay to ouais, c'est win, du ça. pay to play, etc. Du coup, en fait, le fait que ce soit déjà quelque chose de payant de base, on va dire, souvent aussi c'est quelque chose qui est plutôt positif entre guillemets. La plupart du temps, quand tu payes déjà ton jeu, il y a moins d'achats C'est in-game. ça.
Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que le jeu a un tout petit lore. Alors on peut s'y intéresser ou pas, on peut juste faire sa boucle. Ce qui est intéressant, c'est que je voulais un jeu qui était entre le fameux AFK game, tu sais, où tu laisses le jeu tourner, et un truc où de temps en temps, le jeu a quand même besoin de moi pour faire des évolutions. Donc ce qui est bien, c'est qu'en fait, tu vas placer tes petites cartes un peu partout autour de ta boucle, et ensuite, quand tu vas lancer ta boucle, tu peux laisser faire le jeu, en fait. Tu peux lui laisser faire une boucle complète, puisque quand il arrive à la fin de la boucle, le jeu se met en pause pour que tu puisses faire ce que tu as envie. Mais tu peux aussi, pendant la boucle, toi, mettre le jeu en pause à n'importe quel moment pour poser les nouvelles cartes que tu as reçues. Tu n'es pas obligé D'accord. d'attendre le tour complet. Donc en fait, il y a vraiment un espèce. Le jeu est vraiment actif-passif quand tu en as envie. Et ça, c'est hyper intéressant. Et en plus de ça, il y a un petit lore dans le jeu où, par exemple, tu vas aller poser ta maison de vampire, enfin ton château de vampire pour la première fois. Et tu vas apprendre que dans cet univers-là, en fait, les vampires sont pas forcément méchants de base. C'est juste des espèces de comtes ou de ducs qui dirigeaient en fait l'espace dans lequel tu vivais, mais que maintenant, en fait, avec la fin qui arrive, il n'y a plus beaucoup d'humains et du coup, ils deviennent un peu fous, et tu es obligé de les tuer, mais qu'à la base, c'est pas des gens méchants. Et donc, il y a plein de petits points de lore comme ça, de background, qui sont intéressants, où en fait, finalement, le jeu est quand même assez complet. Et je suis vraiment surpris de mon envie en fait de prendre mon téléphone pour y jouer de temps en temps pendant 5-10 minutes, ou alors quand je regarde une série qui n'a pas forcément besoin d'être très attentif. Ben, c'est vraiment un jeu de chevet vraiment super cool. Donc voilà, je vous le conseille. Ça s'appelle Loop Hero. Il n'est plus gratuit par contre sur l'Epic Game Store mobile, mais vous pouvez l'acheter pour 6,99 €. Et voilà, franchement, c'est plutôt cool quand vous en avez marre de tous ces jeux gratuits qui vous demandent d'y retourner tous les jours et qui vous envoient des notifications 4 fois par jour pour vous dire hey, t'as gagné ça ou t'as gagné ça. Donc voilà, si ça vous Ouais. intéresse, c'est plutôt intéressant. On en a fini avec les recommandations et on va pouvoir passer aux audiences les plus remarquables de cette semaine. Que s'est-il passé d'intéressant? Alors, il s'est passé plein de choses intéressantes sur cette semaine, et on va commencer, tiens, par vendredi dernier, vendredi 25 avril, avec le carton de Chronique criminelle, Tropique criminel, pardon, sur France 2, à 4 millions de téléspectateurs, mais la finale de Danse avec les stars est à 3,6 millions, ce qui fait vraiment largement de Danse avec les stars le flux télé le plus suivi. Vraiment, sur TF1, c'est un véritable Elle était carton. bien cette finale. Ouais, alors moi je regarde jamais, mais j'ai été invité à manger chez des gens qui en font avec la finale. Donc j'ai aperçu quelques petits trucs, et c'est vrai qu'il y avait l'air d'avoir du niveau. Moi j'ai jamais regardé Danse avec les stars. Alors voilà, c'est pour ça que c'est quelque chose que je maîtrise assez peu, mais en tout cas cette année ça semble avoir très bien marché. Sur M6, vous aviez FL à la 3e place, et en fait, dû à toute la concurrence qu'il y a autour, FL ne fait que 945 000 Aïe, aïe, téléspectateurs. C'est aïe. rare d'avoir une 3e place en dessous du Ah, million. c'est Ça, dommage. c'est vraiment quelque chose d'assez rarissime. Et puis, bien, vous avez, après une journée particulière, 890 000 sur France 5. Le Big Deal à 680 000. Alors, je pense qu'il a trouvé son rythme de Ouais. croisière, le Big Deal. Ce qui, en fait, si dès le début, il avait fait 680 000, on aurait dit c'est chouette. Mais Ouais, la chute est quand même. c'est quand même un sacré casse-gueule, Ouais, quoi, ouais, quand ouais. on regarde ça en profondeur. Ensuite, on va passer à dimanche soir, même si j'ai pas très envie de vous donner les audiences de dimanche, parce que Antoinette dans les Cévennes est loin devant, et c'est vraiment un film qui ne marche pas sur moi. Vraiment, j'avoue que ce film. Mais Lorca Alamy, euh, en fait, a fait pour la première fois du Lorca Alamy avec ce film-là. Et c'est vrai que si tu n'adhères pas au personnage qu'elle représente, ça fonctionne pas. Moi, je sais que j'ai bien aimé le film, mais je le reverrai pas, par exemple. En fait, voilà, ça reste quelque chose de, comment dirais-je, pour moi, d'oubliable. Je dis pas que c'est un mauvais film, mais c'est pas du tout ma came. C'est pas du tout quelque chose qui me marque plus que ça. En face, on a la 2e place, Meurtre au Tu nous as paradis. pas donné les audiences, ouais. Alors, Ouais. pardon, j'ai pas dit les autres, je vous ai pas donné le chiffre, Ah 3,5 oui. millions pour Antoinette dans les Cévennes, ce qui est, pour un film qui est passé, il a pas fait 3,5 millions d'entrées en salle, donc c'est pas mal Ouais, du tout. ouais, ouais, finalement, Même oui, très c'est très vrai. bien, 3,5 millions. Mystère au paradis, 2,9 millions sur France 3. Puis Capital sur M6, 1,9 million. Et du coup, je vous ai pas encore donné TF1, Ben quoi. non, C'était quoi sur TF1, je te rappelle? c'était Shazam. C'était Shazam, ouais. Shazam qui fait 1,8 million de téléspectateurs. Ouais. Autant vous dire que c'est une sacrée casse-gueule quand même, hein. Les super-héros ne sont pas appréciés à la télé en ce moment, c'est un truc de fou, hein. Cool, je me suis intéressé à ça. Vous allez me dire, j'ai pas grand chose à foutre, mais quand même, moi j'ai été quand même un peu triste Si, mais ça reste pour, ton job pour Netflix, je suis pour désolé. Shazam, parce que c'est quand même un film que j'adore. Et surtout, sa dernière diffusion, on était en 2022, il avait fait 4 millions d'eux. Donc Ah autant ouais, donc pas si mal. que le score était très très fort. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que TF1, auprès de Warner, a les droits donc, de tous les films DC Comics, et aurait dû passer là Shazam numéro 2, Eh La oui. Rage des Dieux. Mais au vu des entrées qui ont été mauvaises, ils se sont dit on va miser sur une valeur sûre, Shazam 1, et on va mettre le 2 en deuxième partie de soirée. Le 2 a commencé à près de 23h30 dimanche soir, hein. Donc autant vous dire que c'était vraiment pas tôt du tout. En fait, il y a sur ces films de super-héros,
on se rend compte que la génération qui regarde des films de super-héros, alors attention, hein, je généralise parce que évidemment que tout le monde en regarde de 7 à 97 ans, et je connais beaucoup de seniors, entre guillemets, qui sont très fans de films de super-héros, mais en majorité, on va dire que c'est les 15-40 ans qui sont vraiment fans de ça, et on se rend compte, en fait, d'après certaines études, qu'ils ont un potentiel à revoir des films plus faible que la génération du dessus. C'est-à-dire là où les gens vont, des soixantenaires vont regarder la septième compagnie 15 fois. Je dis ça parce que je m'inclus dedans, même n'étant pas soixantenaire, parce que je regarde la septième compagnie 15 fois, mais les plus jeunes vont avoir tendance à ne pas regarder plusieurs fois un film qu'ils ont aimé, parce que c'est une génération Netflix, plateforme, qui veut Et toujours ouais, de la nouveauté, c'est de la nouveauté. Et du coup, c'est hyper intéressant. sans doute Shazam 2 aurait apporté peut-être 2,5 millions, 3 millions, j'en sais rien, parce que même si il est considéré comme moins bien, ça reste quand même quelque chose d'inédit que beaucoup de gens n'ont pas vu. Et C'est là, en fait, ça. il y a plein de gens qui se sont dit, bon, bah, Shazam, c'est bon, on l'a déjà vu, on va passer à autre chose, quoi. Alors que des films comme Wonder Woman est multidiffusé et continue de cartonner parce que ce sont des films que beaucoup de gens, j'ai découvert par exemple Wonder Woman, il y a beaucoup de gens qui adorent ce film, mais qui ne regardent aucun film de super-héros. Parce que Wonder Woman était une héroïne super populaire dans les années 60-70 et qui peut se regarder en fait de A à Z sans avoir suivi le DCU finalement. Donc voilà, ce qui explique un petit peu la déception Shazam, qui quand même s'est retrouvé très bien placé le 1 et le 2 sur TF1+, dans les jours qui ont suivi, donc faut pas oublier que c'est quelque chose aussi qui compte dans les Oui, audiences. bien sûr. Même si aujourd'hui, donc on est à J+4, hein, on est vendredi à l'heure où on enregistre, donc il y a eu lundi, mardi, mercredi, jeudi entre temps, même J+5, ni Shazam 2 ne sont dans le top 10 de TF1+, alors que on a l'excellent Le Chapeauté 2, qui pourtant a été diffusé à Noël et qui a été diffusé cette semaine, mercredi soir, je crois, mardi soir, pardon, sur TFX. Donc voilà, Shazam seulement 1,8 million, hein, c'est vraiment pas très très bon, quatrième place. Je m'en suis douté le matin parce que je suis allé checker les réseaux sociaux de TF1 Pro et pour voir les audiences. Et en fait, ils communiquaient sur tout sauf sur le film du dimanche. Je me suis dit, ouh, ça, mon petit David, c'est pas bon du tout. Et effectivement, bon, désolé, un petit peu long sur cette analyse, mais ça me paraissait intéressant. Ah, c'est hyper intéressant. Rapidement, lundi soir, Meurtre à Mulhouse en tête, 3,1 millions devant Sam, 2 966 000, donc presque 3 millions. Marié au premier regard, 1,8 million à la troisième place. Vipère au point, quatrième, 1,2 million sur Arte. Cinquième, TMC Star Wars épisode 9, 1 million de téléspectateurs. Ah, quand même. Dire que c'est un film qui n'est vraiment pas apprécié, mais qui pourtant continue de cartonner. Et là, c'est pareil, en fait, des fans de Star Wars. J'ai assisté à une conférence très intéressante dimanche à Star Wars et science-fiction au salon à QC à côté de Vichy, où le thème c'était est-ce que Disney s'est fâché avec le fandom. Et en fait, on se rend compte que oui, Disney s'est fâché avec le fandom, mais qu'en fait, il y a quand même plein de gens qui sont pas dans ce fandom un petit peu, j'aime pas le terme hardcore, mais en tout cas Ouais, des oui, fans c'est ça. très assidus, qui bah c'est un Star Wars, ils vont regarder un Star Wars, et peu importe, et quand même 1 million, c'est très très fort. Vous aurez peut-être remarqué que j'ai dit France 3, TF1, M6, Arte, TMC, mais pas encore France 2, qui n'arrive qu'à la 6e place, et ça relativise du coup pour moi l'échec de Shazam, avec les Molières qui font 770 000 téléspectateurs. Bon, c'était attendu, hein, Oh, mais c'est quand pas même. si mal, moi, je trouve, 700 000 téléspectateurs pour une Ouais, ouais, récompense c'est quand même comme un des celle-là. scores historiques les plus bas, hein. On arrivait quand Ouais. même à une époque à être pas loin du million, et là, Ah ouais, ah d'accord, ok. enfin, sur les dernières années, on était autour de ça quand même. Bien sûr. Mardi soir, c'était l'anniversaire de Rendez-vous en Terre Inconnue avec Kenji Girac et surtout le retour de Frédéric Lopez en tête des audiences à 3 millions de téléspectateurs, mais c'est moins que les dernières éditions avec Raphaël de Casabianca, donc peut-être que c'est la personnalité qui gêne un peu. Kenji Girac, il est assez clivant, surtout depuis ce qui s'est Ah bah passé oui, depuis son histoire, bien sûr. voilà, depuis son histoire avec, de coups de feu là. Donc peut-être que c'est pour ça, peut-être que voilà, finalement les gens ont fait un petit peu leur deuil de Frédéric Lopez. Mais en tout cas voilà, mais ça reste quand même un score excellent, hein, 3 millions Oui, de oui, bien sûr. Bah oui, 3 millions de... Oui, TF1 oui. en tête avec après il y avait Face à Face sur France 3 qui est un tout petit peu en dessous, hein, à 2 950 000. Troisième place TF1 Koh-Lanta, décidément cette saison c'est un Et peu bah compliqué, alors. 2 millions 8, on est quand même bien en dessous de Dals. Puis Arnaque sur M6 et puis Mission Impossible 2 à 583 000 téléspectateurs sur Sister. Point de vue audience du mercredi 30 avril en tête, c'est cette nuit-là sur France 2 qui continue de cartonner, même si ça a baissé. On est à 2 millions 8 et alors là, attention, hein, Grey's Anatomy 1 million 7. Ah C'est ouais. vraiment, vraiment, vraiment pas bon, hein. On est en dessous de Shazam. Oui, ah bah oui, c'est vrai ça. Surtout, on a Top Chef qui est à seulement 100 000 téléspectateurs en dessous. 1 645 000. Ah, Et TF1 derrière M6, ça la fout mal quand même. enfin, ils sont pour l'instant là, ils sont à égalité. TF1 reste devant, mais Top Chef est juste à côté. Mais surtout, ce qui la fout méga mal, c'est qu'on y est presque à ce que je vous avais presque prophétisé la semaine dernière. C'est que on a retrouvé la septième compagnie, est à 1 400 000
sur Oh là là, de pire en TMC. pire. Il y avait quand même 500-600 000 téléspectateurs d'écart entre la 1 et la 10 la Ouais, semaine ouais. dernière. Là, il n'y en a plus que 300. Alors, la 7e compagnie au clair de lune qui va être diffusée mercredi, c'est le moins populaire des trois. Donc, je pense qu'on va pas arriver à ce point de bascule, Ah mais ouais. on aurait pu quand même en être pas loin. 1,4 million pour la 7e compagnie, c'est énorme. C'est devant France 3, avec Corse, l'épopée du Nil, 1,3 million. Devant Arte, avec les temps modernes, 995 000. Devant Rambo sur ses stars. Devant W9, devant France 5, devant TFX. Tiens, un petit coucou à nos amis les Tortues Ninja sur RMC Story. Plus mauvaise audience pour un film Ouais, c'est pas étonnant. avec 256 000 téléspectateurs Ah, quand seulement. même. Ouais, mais bon, d'habitude, ils sont quand même autour de 400-500 000. Là, c'est vrai que c'est assez bas. Ouais, Et c'est quand même moitié moins. Ouais. on va terminer avec ce jour férié qui était hier pour nous qui enregistrons le 1er mai, avec Léo Mattei en tête largement 3,6 millions devant Peur sur la base, c'était sur France 3, 2,9 millions. Ensuite Les Traîtres 1,4 million sur M6, ça marche bien mais c'est quand même pas... on pensait chez M6 que de ne plus le mettre l'été, ça allait booster les audiences, c'est pas incroyable. À Ouais. noter que les 35 ans de Fort Boyard ne sont que à la 4e place avec 1,3 million. Puis on a Les Pyramides perdues du Roi Soleil sur France 5, 790 000. Et Miss Peregrine et les enfants particuliers, là, c'est sur W9, pardon, et on est à 650 000 téléspectateurs. Voilà pour les audiences de la semaine. Pour revenir vite fait sur les traîtres, je t'avoue que j'ai commencé cette saison et vraiment le casting ne m'intéresse pas quoi. La famille Tapi, ce genre de truc, c'est vraiment c'est des personnalités un peu particulières. Là, les traîtres cette année en plus sont vraiment ont deux personnalités complètement différentes. Vraiment, j'aime pas du tout cette ambiance en fait cette année et du coup je me suis moins impliqué dans la saison. Du coup bah, je comprends que les gens aient peut-être un peu lâché cette nouvelle saison et en plus comme tu le dis, c'est vrai qu'on pensait que ça ferait plus d'audience mais en fait je me vois plus regarder les traîtres, tu vois l'été avec les fenêtres ouvertes un peu en faisant autre chose à côté plutôt que l'hiver sous le plaid en étant attentif à ce que je regarde. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire mais je trouve que finalement c'est une émission à ambiance et que l'ambiance hivernale est pas forcément adaptée à l'émission quoi. Et pourtant, c'est vrai que moi, j'ai adoré la saison 3. Je me suis pas du tout lancé dans la 4 pour l'instant. Donc, Hmm. et ça me tente pas du tout. Le casting me tente pas. Je suis pas dans le mood pour l'instant. Donc, Et en parlant de télé-réalité avec des stars, j'ai regardé la dernière saison de LOL qui ressort. Et ben même si j'ai beaucoup rigolé, il y a une ambiance un peu bizarre pareil en fait dans les épisodes qui fait que c'est pas qu'on s'ennuie mais on sent que il force le trait peut-être un petit peu trop maintenant pour essayer de faire rire les spectateurs et en fait peut-être moins faire rire les personnes qui sont à l'intérieur de la pièce et du coup c'est un peu problématique et c'est vrai que quand on est au courant de l'histoire voir partir Muriel Robin en fait en fin de et ben ouais. jeu et on la revoit plus du tout en fait jusqu'à la fin, tu dis ah il y a eu un truc bizarre et en plus on a deux, alors je reviendrai plus sur leur nom mais il y a deux personnalités en fait qu'on voit très très peu dans l'émission et on sent vraiment qu'au montage elles ont été mises de côté et c'est très dérangeant quoi. Alors moi, c'est vrai que j'ai regardé ça de manière beaucoup moins attentive que les années d'avant. Cette saison m'a pas plu du tout. J'étais Mhm. pas du tout au courant de l'histoire de Muriel Robin en fait. Par contre, on m'en a parlé après, mais je suis beaucoup, c'était pas nul. Hein. J'ai beaucoup aimé Fred Testo, il m'a bien fait marrer. Ouais. Voilà, Artus, Vincent de Dienne aussi, mais j'ai pas spécialement remarqué s'il y avait des gens qui étaient mis de côté. Mais en tout cas, ouais, non, moi ça m'a pas fait marrer plus que ça. Et vraiment, j'avais adoré la saison 3. Enfin, c'est avec Jonathan Cohen, Pierre Ninet, tout ça. L'année dernière, c'était plutôt cool aussi. Mais alors là, cette année, je sais pas, les coupures pub tout le temps, ça me gonfle. Ouais, Je c'est vrai que pense que c'est gonflant. j'ai du ressenti envers toutes ces plateformes en ce moment. Entre Netflix qui demande ses prix et Prime qui te balance des pubs. Je veux dire, ça dure 20 minutes un épisode de LOL, quoi. Mm, 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 mm. Donc, j'étais pas dedans. Et en fait, j'ai un peu précipité. L'année dernière et les années d'avant, je me forçais à les regarder en 3-4 jours pour pas tout binge-watch d'un coup. Et là, j'avais limite hâte que ce soit fini, en fait. Je sais pas Ouais. comment l'expliquer, mais bon. Donc voilà, pour moi aussi, c'est un gros bof. Hein. Je sais pas, peut-être pas jusqu'à flop, mais en tout cas, ça m'a pas transcendé. Mais alors pas du tout. Bah, avant de passer aux news, c'est vrai que dernière petite review un peu bof, on a essayé de regarder Liars Club. Pareil sur Prime, parce qu'en fait j'ai un abonnement Prime là, du coup qui dure pour le mois, donc on en a profité pour regarder un peu les programmes qu'on avait laissés sur le côté. Et en fait Liars Club, bah, c'est pareil en fait, hein. On est arrivé au 5e épisode, on s'est dit bof, il en reste qu'un, on le regarde, bof, bon vas-y mets-le, au pire c'est pas grave, tu vois. Et en fait on l'a mis en fond, mais on s'en fout quoi. C'est vraiment un truc de dingue, ce Liars Club là, tout le monde en a vanté les mérites. Et enfin surtout via les réseaux que moi je suis et les personnalités que je suis sur internet. Mais en vrai, quand je suis arrivé à la fin du truc, je me suis dit, ouais, bon, bah, il n'y a pas eu. Il
n'y a pas eu d'engouement, il n'y a pas eu Ouais. de pression, il n'y a pas eu un truc de vas-y, passe à l'épisode d'après, tu vois. Vraiment, on n'en avait rien à foutre et c'est dommage de faire du programme un peu poubelle comme ça, avec des personnalités. Je pense qu'on a plein de concepts qui tiennent super bien. Ils en avaient des super pendant un temps, puis ils les ont pas refait. Bon, ben là, en ce moment, moi, ce que je regarde sur les plateformes, je suis quand même content de plus les payer parce qu'au final, je me rends compte qu'à chaque fois que j'en paye une, Ouais. bah, au final, les programmes m'intéressent pas plus que ça, à part la saison 3 de Reacher que je viens de commencer, qui est vraiment super. Mais on en reparlera plus tard. On va du coup passer à nos news, mais on va rester du côté des séries, puisque je vais vous parler de la saison 2 de Flashback qui a été annoncée. Alors pour ceux qui ne savent pas, Flashback c'est cette série sur TF1 qui a eu énormément de succès avec Michael Youn sur cette flic en fait qui va retourner dans le passé et se retrouver à devoir être coéquipière de son père. Et donc voilà, elle va devoir faire des enquêtes avec lui. Et ils ont annoncé une deuxième saison, puisque ça fait 5,4 millions pour son lancement, et ça a rassemblé 4,3 millions de téléspectateurs en moyenne chaque semaine. C'est quand même la plus grosse fiction du jeudi après HPI, donc c'est quand même une Hmm. sacrée performance, hein. Moi, j'ai pas regardé, mais c'est vrai qu'il y avait ce petit truc assez marrant de la maman de Michael Youn qui lui envoyait des Oui, messages pour dire j'ai qu'elle vu. aimait pas, et du coup lui qui lui renvoyait des trucs. Alors bon, c'était assez cool. Ouais, j'avoue. Mais voilà, je suis assez content du coup qu'il y ait un renouvellement, parce on a su hein, qu'il n'y avait pas de renouvellement, par exemple pour Panda. Donc cette série-là, moi je l'ai pas encore regardée, j'ai hâte de la regarder. Alors il n'est pas impossible que Michael Youn se tire une balle dans le pied en faisant des pubs pour les jeux vidéo mobiles en ce moment. Ouais, mais Voilà. c'est pas si mal fait parce qu'en fait, il y a plein d'humoristes. Je sais pas si t'as vu la vidéo de Kev Adams où il se fout de sa gueule, et du coup, ça devient, c'est un truc qui était un peu cringe qui devient presque drôle. Je Oui, sais c'est pas ça. Mais je si pense t'as que vu c'est un ça, peu fait mais ouais. exprès. Il le Ouais. savait en fait qu'il allait tomber dans la parodie. Et je pense que c'est un peu fait exprès. Il fait ça très bien. Je trouve que la carrière de Michael Youn qui reprend là depuis quelques années, il fait ça quand même plutôt bien. Sa prestation, par exemple, aux Enfoirés, là, il y a quelques temps, était vraiment très drôle. C'est même la partie que j'ai préférée, moi, dans le dernier spectacle des Enfoirés. Donc je suis vraiment content qu'il revienne sur le devant de la scène pour la nouvelle génération qui ne le connaissait pas forcément. Donc voilà, vous aurez une saison 2 de Flashback qui vient d'être lancée et normalement une saison 3 qui devrait pas tarder à être confirmée aussi. Voilà pour cette petite news. Qu'est-ce que tu as toi de ton côté, David? Eh bien, l'arrivée de Paris Première sur le canal 26 de la TNT, c'est quelque chose qui n'est pas rien, mais en fait, Paris Première actuellement, elle est sur le canal 41 de la TNT, c'est une chaîne de la TNT payante, mais on sait que Canal+ va se retirer de la TNT, hein, Eh c'est oui, annoncé pour le 6 juin prochain, donc en fait, finalement, ce sera vite là, c'est dans un mois, et avec lui, donc, Canal+ Cinéma, Canal+ Foot, ou encore Planète+, qui sont d'autres chaînes de la TNT payante, ce qui fait que Paris Première risque de se retrouver bien seul dans ce créneau de chaînes de la TNT payante, et il se retrouve donc sur le canal 26, ce qui est assez intriguant puisque normalement, il ne faut pas oublier que on est censé avoir 27 chaînes gratuites, hein, puisque Hmm. C8 et Énergie 12 certes disparaissent, mais vous avez aussi Canal+ qui s'en va, et depuis un petit moment, il n'y avait plus rien sur le canal 19, il n'y avait plus France O. Donc théoriquement, il y avait un appel à projet qui doit être ouvert, un appel à candidature pour les canaux 26 et 27 qui vont rester vides, puisqu'avec les nouvelles chaînes de la TNT, avec Novo 19 et T18, on va avoir une grille complète, puisque sur la 4, on aura France 4, et donc on aura des chaînes de 1 à 25, jusqu'à Chéri 25. Mais on était censé avoir deux nouvelles chaînes en 26 et en 27, et bien là finalement c'est pas le cas, puisque Paris Première va arriver sur la 26, ce qui ouvrirait peut-être potentiellement la clé à une ouverture gratuite de Paris Première. Il faut rappeler hein, que, encore une fois, en TNT payante, on avait Canal+, Canal+ Sport, Canal+ Cinéma, Planète+, et Paris Première, donc ce sera la seule chaîne TNT payante. Il est fort probable qu'elle puisse passer gratuite, alors peut-être pas sans conséquence pour TF1 et M6, puisqu'on entend parler vite fait d'un retour de fusion de TF1-M6. Je crois que David, tu vas nous en parler. Mais aussi, c'est vrai que ce serait une chaîne de plus. On rappelle qu'M6 a déjà M6, donc W9, Gulli et Sister, donc ça fait déjà pas mal de chaînes gratuites. Et on sait qu'il lorgnerait peut-être un petit peu sur le canal de Chéri 25, puisqu'il faut rappeler que Chéri 25, c'est une chaîne du groupe Énergie, que c'est la seule chaîne gratuite du groupe Énergie depuis la disparition d'Énergie 12. Vous avez des chaînes qui existent, comme Énergie Hits par exemple, qui sont sur le satellite. Mais du coup, M6, il se murmure qu'ils auraient pu récupérer ce canal 25. Alors je mets du conditionnel, hein, mais pour y placer leur chaîne Teva. C'est vrai que Teva et Chéri 25, elles ont un peu
la même cible, on va dire, hein. C'est Oui, plutôt des chaînes avec des programmations plutôt féminines, avec plutôt le même type de programme, sans doute un peu plus qualitatif sur Teva, mais parce que Teva, c'est une chaîne qui a les moyens du payant c'est ça. et qui a des moyens plus importants que le groupe Énergie. Et donc là, ça ferait beaucoup, beaucoup de chaînes gratuites du groupe M6. Alors attention, il n'y a rien de sûr. Je ne vous dis pas que vous allez bientôt pouvoir voir Paris Première gratuitement, mais on rappelle que Paris Première, c'est la chaîne leader, hein, de médias mathématiques, qui lui passe beaucoup de cinéma, notamment de cinéma de patrimoine. Vous avez Camelot et Caméra Café qui sont là présents aussi beaucoup, et vous avez des émissions qui sont alors bon, certains disaient à une époque peut-être un petit peu bobo parisienne, mais en tout cas, on va dire des émissions culturelles. Mais moi, c'est une chaîne que j'apprécie beaucoup, et donc affaire à suivre si elle passe en gratuite. Ce serait une vraie petite révolution pour la TNT, et je pense que ça ferait plaisir à beaucoup de gens. Mais du coup, si ça passe en gratuit, ça sera peut-être sous le joug de l'Arcom de façon un petit peu plus stricte et ils devront peut-être changer leur programmation, non? Alors, ils sont déjà sous le joug de l'Arcom, hein, en tant que chaîne, de toute façon, en tant que chaîne de télé. Mais en fait, il y a une convention qui est spécifique aux chaînes du satellite, une autre à celle de la TNT payante et une à celle de la TNT. Donc, ça modifierait un tout petit peu la législation, mais ils sont déjà soumis en tant que chaîne de la TNT. Donc, ça serait pas un grand bouleversement. D'accord. Mais effectivement, comme tu disais, il y a eu enfin, a été remis sur la table un projet de fusion. Alors, c'est le PDG de Bertelsmann, qui est un groupe allemand qui détient le groupe Ouais, RTL Group et qui est le principal actionnaire d'M6, c'est le qui a patron dit d'M6. ça. Voilà, c'est le patron d'M6 puisque voilà, il est le plus gros actionnaire, hein, d'M6. Et il a dit ça au Financial Times lors d'une interview. Il a dit qu'effectivement, je cite, cela créerait un véritable champion français de la télévision et du streaming capable de concurrencer les plateformes américaines. Et il a également annoncé qu'il déplorait que l'autorité de la concurrence n'ait pas pris en compte l'ampleur et la vitesse des mutations du secteur audiovisuel français. Il reste convaincu que la fusion des groupes TF1 et M6 aurait été une réponse appropriée aux défis découlant de la concurrence accélérée avec les plateformes internationales. Donc voilà, en fait, le projet, ils aimeraient bien le remettre sur la table, mais comme tu dis, c'est compliqué, il y a énormément de choses qui bougent. Alors on le savait, hein, TF1 et M6 avaient été en accord, il y avait failli y avoir une fusion, c'était à l'époque, je crois, de la fin de Salto. Ouais, c'est ça, c'était il y a 2 ans, quoi, en gros. Ouais, voilà, c'est ça. Et en fait, bon, ben, dans la foulée, avec la création de TF1+ et d'M6+, et divers désaccords sur la fusion et sur le projet, bon, ben, ça avait été annulé. Et puis, il y a un gros souci avec le problème de la concurrence, encore une fois. C'est-à-dire que si le groupe TF1 et le groupe M6 se retrouvent à être sous la même bannière, il y a un grand problème de concurrence et de monopole des chaînes de télévision via un même groupe sur les chaînes françaises. Donc, voilà, tout ça doit être réglé dans les années à venir. Donc, je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises par rapport à cette histoire de fusion. Et vu les changements qu'on a sur la TNT en ce moment, je pense que ça ne fera que bouger dans les mois à venir. Surtout, et je reprends la main, que 4 candidats sont en lice pour la présidence de France Télévisions. Ça y est, l'ARCOM l'a annoncé. Donc on a toujours Delphine Ernotte Kunchi Kunchi, comment on dit? Je sais pas. Moi, je dis Ouais, Delphine bon, Ernotte. Delphine Ernotte. Delphine Ernotte qui, du coup, retente de reprendre la présidence donc, de France Télévisions. Elle y est depuis 3 mandats. On a Irène Grenet, qui est actuellement la vice-présidente exécutive de l'Agence de gestion de l'immobilier de l'État et ancienne directrice générale adjointe de France Télévisions Publicité. On a Jean-Philippe Lefebvre, qui est un ancien dirigeant de Flair Impact et de Flair Productions et qui est directeur de l'antenne de la programmation et des programmes publics et des programmes de Public Sénat. Et on a aussi Frédérique Dumas, qui est productrice et ancienne députée de la majorité présidentielle. Et toutes ces personnes-là seront auditionnées dans quelques jours pour savoir s'ils ont la possibilité de devenir président de France Télévisions, sachant que l'audition se déroule en 2 temps, une présentation par le candidat de son projet stratégique et une discussion entre le candidat et les membres du collège de l'ARCOM. Voilà, donc on saura dans quelques jours maintenant, ils seront auditionnés le 12 et 13 mai, donc dans quelques jours, on saura s'il y a un nouveau président ou une nouvelle présidente à France Télévisions, ce qui devrait aussi, encore une fois, faire bouger les lignes. Hein. Oui, et puis ce qui devrait faire causer Critflix, donc c'est toujours du positif. Exactement, on sera encore là toutes les semaines, on aura des choses à dire. Est-ce que tu as une autre petite news à nous donner? Ouais, je vais quand même vous parler rapidement Ligue 1 et vous dire que bah, ça y est, apparemment c'est acté, hein, la fin de l'accord entre la Ligue 1 et DAZN. DAZN n'aura été diffuseur qu'une année de la Ligue 1. Il faut dire que pour que
l'accord soit prolongé, il fallait au moins 500 000 abonnés, pardon. On était autour de 500 000. Il faut rappeler que moi, je suis abonné d'Amazon gratuit parce que j'ai acheté un menu à McDo il y a 3 semaines et que c'était quand même pas bon signe tout ça. Et donc là, il y aurait eu un accord. En fait, il y a un médiateur qui a été nommé et avec Nicolas Taverneau qui est maintenant à la tête des choix stratégiques de la Ligue en matière de télé, il y a eu un accord de trouver, c'est-à-dire que DAZN va payer 100 millions d'euros à la Ligue et va se retirer. Il faut dire que qualitativement, moi, franchement, déjà la plateforme DAZN, j'y comprends rien. Des fois, Ouais. je lance le match, puis en fait, non, ça me met un autre truc, ou alors ça me met le match depuis le début alors que je veux le voir en direct. Elle est mal fichue, cette plateforme. J'en parlais avec un ami très fan de foot, vraiment tellement fan de foot que lui s'est abonné à DAZN quand il y a eu la première baisse de prix. Il faut rappeler que de base, c'était 30 euros, c'était passé à 20. Et hier, il me disait, mais c'est une catastrophe. Il n'y a aucun plateau. En fait, Ah y a bon? pas de. Avant le match sur Amazon ou sur Canal, il y avait des gens au bord du terrain. Là, c'est Bah fini. oui, bien sûr. Il n'y a qu'un match dans lequel il y a un consultant, c'est-à-dire quelqu'un en plus du journaliste, un ancien joueur de foot. Sinon, le mec commande tout seul. Il me disait vraiment, j'aime le foot, mais je crois que j'aurais pas prolongé DAZN parce que vraiment, Ah ouais, c'est vraiment, chaud. c'est quelque chose qui n'appréciait pas du tout. Et donc, c'est vrai que c'est plutôt une bonne nouvelle. Et je pense que la bonne nouvelle aussi, c'est qu'il est probable que ça retombe dans le giron de Canal+. Mais attention, attention, je ne suis pas en train de vous dire que Canal+ va devenir le diffuseur de la Ligue 1 comme il l'a été pendant des décennies et que moi j'adorais ça. Mais vous avez ce bon Nicolas Taverneau qui a pu discuter avec Maxime Sada et on sait que les deux hommes s'apprécient beaucoup. Et Mhm. c'est sans doute pas pour rien. Donc certains disaient que Taverneau il venait là, on savait pas trop pourquoi. Ben, comme quoi, si ça aura sans doute servi à quelque chose. En gros, la Ligue va créer sa propre chaîne. Ce qui était quelque chose qui était sur le tapis quand les négociations avec DAZN peinaient à aboutir. Ouais. C'est-à-dire qu'il y aurait Télé Ligue 1, je dis n'importe quoi, qui apparaîtrait. Mais la grosse différence, parce qu'en fait, le problème de cette version chaîne de la Ligue, c'est que les clubs de foot ne toucheraient quasiment rien sur la première année. Et on sait qu'en fait, ils sont hyper dépendants des droits télé Bah oui, forcément. Ouais. à l'origine, c'était quand même quelque chose de l'ordre de 600-700 millions d'euros. Alors là, ils espéraient le milliard, on rappelle sur le dernier appel d'offres. Là, ils sont tombés bien en deçà, mais ils ont besoin de cet argent pour vivre. Mais il se trouve que qu'est-ce qui pourrait potentiellement se passer? C'est que la Ligue crée sa chaîne et que ce soit Canal+ qui la distribue parmi ses offres. De Hmm. base, il était question que ce soit Canal+ et DAZN, c'est-à-dire que DAZN soit quand même encore un peu dans le game, mais Ouais. là, c'est moins sûr. Alors voilà ce qui est ressorti selon un article du site L'équipe, je suis abonné à L'équipe, donc j'ai pu lire ça. Voilà comment ça se passerait, en gros. Et ça, ce serait quand même assez fou, parce qu'il faut rappeler que DAZN, de base, ça coûtait 30 euros par mois, ce qui est quand même super cher. Et je sais pas si tu te souviens de cette polémique, mais il y avait eu une grosse polémique avec le président de Montpellier, qui est un club que j'aime beaucoup, mais alors son président, beaucoup moins depuis qu'il avait dit ça, il avait dit bah, c'est bon, arrêtez de vous plaindre à 30 euros par mois, c'est un resto, donc vous vous privez d'un resto par mois, vous vous payez DAZN et en gros Ah vous faites pas d'accord. chier. Quoi. Mais il avait dit ça de manière extrêmement dédaigneuse, et surtout Ouais. quand on est un multimillionnaire comme lui, dire aux pauvres bah démerdez-vous, à 30 Ouais, euros c'est un par peu mois, vous ça. allez Ouais. les trouver. J'avais trouvé ça extrêmement condescendant. Et en fait, ben, c'est simple, la Ligue, ils ont lancé un peu une étude pour savoir les gens combien d'argent ils seraient prêts à y mettre. Et il est ressorti que, en fait, pour les gens, le juste prix, entre guillemets, c'est 15 euros par mois, pas plus. D'accord. Et donc, Canal a dit, OK, bah, ce qu'on propose, c'est, on va sans doute proposer ça, c'est-à-dire à partir du début de saison, donc début août, proposer la chaîne de la Ligue dans nos offres à 15 euros par mois. Pour les nouveaux abonnés Canal, et pour les gens déjà abonnés à Canal+, ce serait 10 euros. Ok. Et en plus, il y aurait un match en clair gratuit. C'est-à-dire que En plus de l'abonnement canal, on est d'accord. en plus de l'abonnement Canal, c'est ça. Ouais. Ça serait 10 euros de plus que l'abonnement Canal. Donc c'est pour ça que je vous dis attention, c'est pas Canal qui récupère les droits de la Ligue 1. C'est Hmm. important de le dire. Hein. C'est la chaîne de la Ligue qui serait dans les offres Canal. Mais c'est vrai que pour 10 euros par mois pour les déjà abonnés, bah là pour le coup, ça pourrait Ouais, valoir ça vaut le coup. Ouais. la peine. Et moi, je pense que je m'abonnerais. Alors que j'ai complètement laissé tomber la Ligue 1 Bah, depuis déjà Amazon Prime. Hein. surtout que si c'est Canal qui distribue, il peut y avoir des accords de commentateurs qui sont quand même de qualité sur Oui, c'est Canal+. ça. C'est ça, c'est ça. Et comme je le disais, en plus, même pour les gens qui s'abonnent pas mais qui ont déjà Canal, il y aurait un match par journée. Le match du samedi à 17h qui serait, alors j'allais dire en clair, non, c'est pas en clair parce que pas pour les non-abonnés, mais Oui. pour les abonnés Canal,
Sans Si forcer, quoi. il ne souhaite pas prendre la chaîne de la Ligue, il pourrait quand même voir un match par semaine, ce qui là était C'est complètement super, ça. impossible. Donc ça, ce serait déjà chouette. Et c'est vrai que moi, qui ai laissé tomber la Ligue 1 depuis qu'ils sont chez Amazon, donc ça fait déjà 3 ou 4 saisons, eh ben, je sais que là, pour le coup, je pourrais vraiment m'y remettre, parce que pour 10 € par mois, ça me paraît Ouais. tout à fait correct, quoi. Donc ce serait potentiellement une bonne nouvelle, pas aussi bien que si Canal avait récupéré les droits, puisque du coup j'aurais tout gratuit, mais c'est Ouais. vrai que, enfin gratuit, je me comprends, mais Inclus. c'est vrai qu'à 9 €, bon, c'est un sacrifice, on va dire, qui est quand même beaucoup plus correct que les 30 qui étaient proposés précédemment. Ouais, carrément. Non, c'est une bonne nouvelle pour les fans de sport. Moi, je sais que je suis pas un grand fan de foot, mais je vois, on le voit avec Critflix, on suit ça de près et on voit que vraiment les fans de foot sont dans la tourmente depuis des années et c'est quand même dommage, quoi, parce que c'est quand même un sport qui est hyper rassembleur et Ouais, pendant des années, tout s'était bien passé avec Canal+. Et c'est vrai que l'arrivée, encore une fois, des plateformes a tout bouleversé. La Ligue 1 a voulu aller au plus offrant et a voulu aller se faire remarquer. Et malheureusement, ça n'a pas joué en leur faveur. Et on peut penser ce qu'on veut de Canal+, mais Maxime Saada a tenu droit dans ses bottes. Et là, c'est parce que les accords sont avantageux pour Canal+, qu'il y retourne. Et parce que, comme tu l'as dit, il s'entend bien avec De Taverneau, qui, à mon avis, a dû peut-être aussi calmer le jeu et réussir à trouver un accord avec Saada et avec Canal+. Donc ouais. bon, bah, finalement, tout devrait s'arranger dans les mois à venir. Bah, si c'est le cas, ce serait vraiment bien. Ouais. Ce Complètement. serait vraiment cool. J'ai deux petites news avant qu'on passe au programme télé. Une nouvelle adaptation au cinéma. Après les Trois Mousquetaires 1, les Trois Mousquetaires 2, après le Comte de Monte Cristo, c'est Les Misérables qui va revenir au cinéma. Le tournage va commencer cette année au mois de juillet. Et alors, je ne te raconte pas le casting. Est-ce que tu as vu le casting des Misérables? Pas du tout. Je sais que il me semble que je suis pas dedans. Tu n'es pas dedans, Ah, malgré plusieurs appels que tu as cru être ah du démarchage ouais. téléphonique, et tu Bah n'as oui, pas oui, c'est ça en répondu. fait. Et donc non, ce n'est pas toi qui a été sélectionné pour faire Jean Valjean, c'est Grégory Gadebois, qui a vraiment le look, hein, du Jean Ouais, Valjean qu'on pourrait imaginer en 2025. moi aussi, après tout, c'est bon. Oui, c'est vrai, J'ai après pas tout, peut-être la finalement. carrière de Monsieur Grégory Gadebois, mais quand même. Mais par contre, on aura une double dose, puisqu'il va y avoir deux films qui sont prévus. L'un avec Grégory Gadebois en Jean Valjean, et ce sera un film préquel signé par Éric Bénard, donc ça racontera ce qui s'est passé avant Les Misérables. Et ensuite, nous aurons un deuxième film, et là, alors attention, le casting, Vincent Lindon en Jean Valjean, Tahar Rahim en Inspecteur Javert, Camille Cotin pour Madame Thénardier, Benjamin Laverne sera Monsieur Thénardier, Noémie Merlan sera Fantine, Vassili Schneider Marius et Marie Colombe sera éponyme. Alors attention parce qu'on a également le nom de Megan Northam qui est sorti et qui pourrait sûrement être Gavroche. Donc c'est quand même un sacré casting pour ces nouveaux Misérables façon 2025 qui apparaîtra normalement d'ici 2026 sur les affiches des cinémas français. Moi j'ai très 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 hâte parce que je trouve que le casting est franchement impeccable. Ah bah ouais, c'est clair, ça risque d'être vraiment très très chouette. Et une toute dernière news, du coup, avant d'entamer ce programme, c'était le retour de Roadhouse. Est-ce que tu avais vu Roadhouse sur Prime Video? Pas du tout. C'est un film avec Jake Gyllenhaal où il joue le rôle d'un ancien flic fan de bagarre qui décide d'aller travailler en tant que garde du corps dans un bar où ça se passe très mal. Et en fait, on suit les pérégrinations de ce monsieur qui tape un petit peu sur la gueule des gens qui sont un peu trop bourrés dans le bar. C'était très drôle, j'ai trouvé ça très très bien. Puis les scènes d'action étaient vachement bien faites. Et donc c'est Guy Ritchie qui fera Roadhouse 2, donc le deuxième, toujours avec Gyllenhaal dans le rôle principal et toujours sur Prime Video. Alors ce qui est peut-être intéressant, on ne sait pas si ça sera directement sur la plateforme pour l'instant, puisque étant donné que MGM a été racheté par Amazon et que c'est une ancienne licence de chez MGM, il n'est pas impossible que le film sorte au cinéma. Et ça me ferait vraiment très très plaisir. Donc voilà, c'était la dernière petite news avant d'entamer ce programme. Qu'est-ce qui nous attend à la télévision dans les jours à venir, mon cher David? Eh bien, il vous attend énormément de choses, et à commencer par Bonjour, qui va être là évidemment chaque matin. Et je vous dis ça parce qu'en fait, à l'heure où on enregistre, on vient d'avoir cette petite info qui vient de tomber en disant que Bonjour a fait un excellent score. Hier, nous étions le 1er mai, et qu'en fait, il y a beaucoup de curieux qui sont venus, forcément, hein, les jours fériés. Ça rameute du monde, et du coup, un très très bon score, puisque on était à presque 350 000 téléspectateurs. Donc bravo à la matinale de TF1, que je prends Super, toujours autant de bravo. plaisir à regarder. Allez, c'est parti cette fois-ci pour le programme télé. On commence ce samedi 3 mai. Je sais pas si l'émission sera sortie d'ailleurs samedi 3 mai, mais
ça dépendra de notre cher monteur. Mais on aura bien sûr The Voice qui restera dans la lumière, qui a plutôt bien marché la semaine dernière. Sur Canal+, Loris Guiliano en balade, hein, c'est cette émission assez sympathique où il part en voiture avec une personnalité, et là c'est Alain Chabat, à l'occasion de la sortie d'Astérix et le combat des chefs. Super. Très bon Hot Ones d'ailleurs avec Alain Chabat. C'est un peu un prime particulier parce que ça ne durera qu'1 heure, puisqu'à 21h30, il y aura le Grand Prix de Miami, les essais qualificatifs, puisque il y aura le Grand Prix de Miami en presque prime time, puisque le Grand Prix va commencer à 22h dimanche soir. Sur France 4, le film du samedi soir, ce sera Chercher Hortense de Pascal Bonitez avec Jean-Pierre Bacri et Christine Scott Thomas. Et j'ai décidé cette semaine de vous dire ce qui va se passer sur Paris Première les soirs. Parce que, vu que cette chaîne peut arriver potentiellement en gratuit, je me suis dit que ça pourrait être intéressant que vous puissiez vous rendre compte de ce qu'il y avait en prime time dans une semaine. Et bien, ce sera du théâtre, et du théâtre en direct. C'est important de le noter, c'est Le Cake aux Olives, une pièce de Jérôme de Verdier avec Bernard Mabille. C'est une pièce de théâtre en direct, et donc c'est assez rare quand même de voir du direct sur des chaînes payantes. Donc voilà, ce sera ce samedi 3 mai. Dimanche, comme d'habitude, on passe, on va aller directement au lundi 5 sur TF1, toujours Sam, saison 8, épisodes 3 et 4, toujours Meurtre au paradis sur France 2 avec la saison 14. Le film de France 3, ce sera Annie Colère. Je sais pas si tu te souviens de ce film avec Laure Calamy et Zita Arnaud qui était sorti en 2022. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Oui, sur le droit à l'avortement. Voilà, exactement. C'est un film que je n'avais pas vu, donc je peux pas vous donner trop mon avis. On a toujours Cimetière Indien. Il paraît que ça marche très bien, ça, sur Canal. Je ne sais pas ce que ça vaut. Également, sur Arte, Little Big Man, un film d'Arthur Penn. Alors, on est en 70 avec Dustin Hoffman et Faye Dunaway. Je ne l'ai jamais vu. On va manger des chips, t'entends? Tu veux pas de ça? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est Azanavicius qui avait fait un montage pour Canal Plus Ah, avec des extraits de films. ouais. Et il y avait l'extrait de Dustin Hoffman qui disait on va manger des chips. Voilà, tu vois, je ne connaissais pas. Sister Act 2 sur W9. Sur TMC, Iron Man 1. Tiens. On sent les Marvel de retour là. On recommence à zéro. On recommence vraiment à 0-0. Vous allez avoir Le Tremblement de Terre, un film norvégien sur TF1 Série Film. Ça me fait toujours marrer de signaler ça. Sur Paris Première. Après The Wave. Exactement. Sur Paris Première, ce sera Les Grosses Têtes, parce qu'il faut rappeler que Les Grosses Têtes, c'est diffusé chez RTL, et que régulièrement, ils vont dans un studio spécial Paris Première, où c'est vraiment filmé pour, et c'est vrai que Les Grosses Têtes étaient diffusées sur Paris Première et sur France 2, c'était des grands prime événements, mais Delphine Ernotte n'avait pas souhaité renouveler, donc Laurent Ruquier, on sait qu'il aurait aimé à un moment atterrir, pourquoi pas, sur M6, mais en tout cas, vous avez Les Grosses Têtes sur Paris Première le lundi soir, et donc c'est vrai que mais va-t-il continuer du coup à faire Les Grosses Têtes sur RTL s'il part sur Novo 19 ou sur T18? Sur T18, écoutez, j'ai failli vous voyez. A priori. Tu parles à tous nos auditeurs. A priori, oui, moi ce que je me pose plus la question, c'est est-ce qu'il va continuer les Masked Singer, les trucs comme ça pour TF1. Ah ouais, possible, ouais. Mardi 6 mai, sur TF1, Koh-Lanta, sur France 2, 1939-1945 et le monde bascule. Il faut rappeler qu'on va tomber dans les 80 ans de l'anniversaire de l'armistice de la fin de la Seconde Guerre mondiale, qui avait eu lieu le 8 mai 1945. Sur Canal+, eh bien, le film coup de cœur, le film arrêt-essai du mardi 6 mai, ce sera Les Graines du figuier sauvage. J'ai envie de dire quoi? Déjà, comme on le dit chaque fois, c'est assez fou, mais un film qui dure quand même bien, c'est 2h40. Je sais pas si tu l'as vu, toi, moi je sais que tu manquais, mais... Ouais, je suis passé à côté, mais j'ai hâte de le voir, parce qu'en fait, les gens m'ont dit que la deuxième partie du film était un peu particulière, et ils s'attendaient pas à ça, donc je suis assez hypé pour le voir. Ouais. Sur Arte, un documentaire sur Churchill et Roosevelt. On a Tendre et Saignant avec Arnaud Ducret sur W9, qui était, semble-t-il, assez sympathique. TFX, par contre, envoie du lourd, parce que c'est A Star is Born, et à ce que je sache, c'est sa première diffusion hors TF1. Donc, à voir, j'ai hâte d'avoir les audiences de ce mardi 6 mai. Sur France 4, inédit en clair, il y aura Hollywood Gala. C'est un gala avec l'Orchestre Symphonique National du Danemark qui va jouer des musiques de films tels Titanic, Pirates des Caraïbes, Moulin Rouge, Hunger Games, et il paraît que c'est incroyablement bien fait, donc à voir. Ballerina sur Gulli, sur Sister, ce sera Mission Impossible 3, et sur Paris Première, ce sera le film Arsène Lupin de 2004 avec Romain Duris. Donc voilà, vous voyez qu'il y a aussi du cinéma. Mercredi 7 mai, Grey's Anatomy sur TF1, attention. Résistante sur France 2 avec Lynn Renaud.
Lynn Renault qui joue le rôle d'une jeune fille de 18 ans. Je plaisante, mais un film, pardon. On reste encore dans la thématique des 80 ans de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, pardon. Sur Canal+, il y aura le demi-finale retour de la Ligue des Champions PSG-Arsenal. Je pense qu'il risque d'y avoir beaucoup de monde devant la télé. Ça va sans doute tutoyer les deux. Je pense qu'un jour, je vais avoir besoin de toi et on va faire un crit fix spécial de quelques minutes où tu vas m'expliquer toutes les différences entre la Ligue des Champions, la Ligue 1, Ok. je comprends rien à Ok. l'Europa League. Je ne Ok. comprends rien à tout ça. Ok. Bah, la Ligue 1, c'est le championnat de France. Et les premiers du championnat de France participent à la Ligue des Champions. C'est le championnat d'Europe, en fait, où vous avez les 3 premiers du championnat de France, les 4 premiers du championnat d'Angleterre, les 4 premiers du championnat d'Italie, etc., etc. Donc la Ligue des Champions, c'est la Coupe d'Europe des clubs. Et il n'y a qu'un seul club français qui l'a déjà gagné, c'était Marseille en 1993. Et cette année, Paris a la possibilité d'aller faire l'exploit. Et donc ça marche très fort. Mais promis, on fait Scritflix Foot quand tu veux. Ça marche. Le foot pour les nuls. Sur Arte, on aura Lyon, ou Lion, peut-être, avec Dev Patel et Nicole Kidman. Ah oui, ouais, super. Ouais, Je ouais, n'ai jamais ouais. vu non plus. En fait, je ne sers à rien dans ce Critflix programme télé, puisque je n'ai rien Mais vu. si. La Mais septième si, t'as vu combien l'automne? Oui, exactement. La 7e compagnie au clair de lune, ça je l'ai vu. Par Le contre, fameux. sur TMC, on aura Louane à l'Olympia, le concert, c'est Ah, assez sympa sur France 4. en préparation de De l'Eurovision. l'Eurovision, bien sûr. Et puis on aura un petit peu de cinéma d'animation en cette veille de 8 mai, de jour férié. C'est toujours sympa. Moi, Moche et Méchant 2 sur TF1 Série Film. Et Astérix Super. et les Bretons sur Sister. Et chez Paris Première, ce sera Captain Marlowe. Il faut savoir que Paris Première a racheté les droits des tout premiers épisodes de Captain Marlowe. Là, ce sera la Ok. saison 2. Bon, c'est Et bien. ça, en vrai, en clair, ça pourrait faire de l'audience, je pense. Ah bah carrément. Jeudi 8 mai, jour férié, Léo Mattei toujours sur TF1, mais cette fois-ci, on a du cinéma en journée sur TF1. Et en préparant Ah, cette émission, j'étais quand même très content, je vous l'avais mis de côté. À 14h30, juste après Plus belle la vie, il y aura Shazam sur TF1. Voilà, ah. deuxième chance pour Shazam, c'est plutôt sympa. Et ensuite, on aura les 80 ans de la victoire, une émission spéciale présentée en direct par Anne-Claire Coudray et Gilles Boulot. Il faut savoir que cette émission sera aussi diffusée sur France 2, mais France 2, elle va commencer à 16h15, une heure plus tôt. Ok. Donc, soit vous. Mais bon, vous avez le temps de regarder Shazam, s'il vous plaît. Faites-moi plaisir, regardez Shazam sur Faites-lui de TF1. l'audience, s'il vous plaît. En plus, il y aura de l'Europa League le soir sur Canal+, ça tombe bien, tu sais très bien ce que Ah c'est que bah voilà. l'Europa League. Manchester Oui, c'est United, Athletic Bilbao, match retour. Les Voilà. traîtres sur M6. Jugement à Nuremberg, alors sur Arte, avec Spencer Tracy, Burt Lancaster, etc., etc. Ah oui. C'est un film de 1961. Sans répit, Ok. en inédit sur W9, un film avec Franck Gastambide. Je ne sais pas si c'était quelque chose qui était parti sur Sur une plateforme, peut-être, c'est ouais. possible, ouais. En tout cas, sur Ouais, W9, possible. en journée, en ce jour férié, on aura Astérix et le Domaine des Dieux de 2014 à 12h50, puis à 14h20, La Belle et la Bête. À noter que sur Sister, en après-midi, il y aura Mission Impossible 2 et Mission Impossible 3, 13h40 et 16h. Je suis content de retrouver quand même pas mal de cinéma en journée, Ah ouais, en ça jour fait férié, plaisir. sur Gulli, les Mitchell contre les machines. Donc autant il y avait quasiment rien le 1er mai, mais là, je rappelle quand même sur TF1, Shazam. Bon, sur Canal+, comme d'hab, il y a Les Trois Mousquetaires Milady, Venom The Last Dance, Sans un bruit de trappe. Sur W9, Le Domaine des Dieux, La Belle et la Bête. Sur Gulli, Les Mitchells contre les machines. Et sur Sister, Mission Impossible 2 et 3. On retourne en prime time avec sur TMC Ticket to Paradise qui avait cartonné, rappelez-vous, il avait été diffusé en décembre dernier sur TF1. Et voilà, pour les chaînes TNT, on continue sur Paris Première avec Valkyrie. Là aussi, on est dans la thématique du 8 mai. Valkyrie, c'est un film de Bryan Singer avec Tom Cruise que j'ai vu et qui est franchement pas mal. Je sais pas si tu t'en rappelles de ce film. Ça me dit quelque chose C'est vaguement, mais... Ah oui, si, ça si, si, raconte en avec le... 43 Oui, les oui. résistants qui essayent de tuer Oui, Adolf Hitler. Et oui, oui, puis, tout à fait. et puis, je n'oublie pas quand même, j'ai beau vous dire Paris Première, on va pas oublier RTL 9 quand même, avec le film Karate Kid, Le Moment de Vérité, on est en Ah, 1984. Voilà, je ne veux pas oublier notre petite chaîne chouchoute. Sur TF1, enfin vendredi 9 mai, on aura Mass Singer, puis Captain Marlowe en inédit. À noter que ce sera épisode avec Emily Dequesne qui nous a quittés récemment. Donc c'est important de le noter. Le blockbuster de Canal+ en ce vendredi 9 mai, ce sera Venom The Last Dance, oui. qui aura été diffusé du coup la veille pour la
première fois du coup en journée. Bon, Ah d'accord. c'était franchement pas terrible, hein. Non, il était pas terrible celui-là, effectivement. Autant j'ai pas craché sur les précédents, même si c'était pas terrible, autant là, bon, bref. Par Ouais, contre, ça raconte pas le grand-chose. film Arrêt Essai de France 5, je suis quand même un peu sur le cul, ce sera Ad Astra de James Gray. Oh, trop bien, j'adore. C'est mon James Gray préféré. Ah ouais, moi j'aime vraiment beaucoup ce film, même si j'adore The Lost City of Z aussi. Mais, Ouais, c'est vrai, c'est mais vrai. Ad Astra en prime time sur France 5, c'est ouf. Hâte de vous Trop bien. donner les audiences. Sur M6, on aura Night and Day, point de vue cinéma, donc avec Ok. Tom Cruise et Cameron Diaz. On est en Ouais. 2010. C'est assez marrant de voir ça sur M6. Mais pourquoi pas. Ce sera donc ça le vendredi 9 mai, pardon. Vous aurez Rio 2 également sur Gulli. Bah tu sais, ils ont dû... je pense à ça, mais en fait, ils doivent diffuser ça parce qu'ils l'ont en stock. Il y a Tom Cruise et Ouais, qu'il y a ouais, ouais, qui a bientôt bientôt Mission Mission Impossible qui Impossible, ouais, sort. ouais, c'est sûr. Et enfin, sur Paris Première, il y aura Opération Dragon avec Bruce Lee. Donc vous voyez que Paris Première quand même propose des choses assez... Il y a du cinéma, il y a du théâtre en direct, il y a des émissions. C'est Donc bien. ça pourrait être une chaîne qui... Moi, j'aimerais bien l'avoir arrivé gratuitement sur la TNT, vraiment, même si je l'ai bien sûr via mon abonnement Canal. Et on Mhm. termine par notre duel du dimanche soir, un duel quand même assez inattendu, avec sur TF1, Ceux qui veulent ma mort. Est-ce que tu peux nous parler de ce film, David? Pas du tout. Eh ben, ça ne m'étonne pas. C'est un film. Alors, à ce que je sache, c'est la première fois, figure-toi, que c'est un canal première qui arrive sur TF1 pour notre Mais duel non. du dimanche soir. C'est un Ah, film c'est une coproduction Canal et Disney et TF1 du coup. Eh ben, en fait, même pas. C'est une production HBO Max. À l'époque, il n'y avait pas Max en France quand le film est sorti, et Warner n'y croyait pas du tout et donc ne l'a pas diffusé au cinéma. Et Canal+ en a acheté les droits. Et du coup, il est passé relativement inaperçu. Ah. C'est un film avec Angelina Jolie qui raconte en fait l'histoire. Il y a un petit garçon qui voit que son père est poursuivi par des tueurs. Alors Angelina Jolie dans ce film-là, elle a le rôle d'une femme qui a vécu des moments difficiles. Elle n'a pas été crue dans une histoire précédente. Bref, elle va essayer de sauver ce petit garçon et pendant ce temps-là, il va y avoir les tueurs vont essayer d'incendier l'endroit où il se trouve caché. Alors, c'est un film qui est très mal noté sur Internet. J'ai vu quelques critiques positives, mais même le programme télé dit entre polar et action, un film musclé aux péripéties variées. Je trouve Ouais, quand même John Bertal dedans quoi. C'est quand ouais, même le mec qui fait The Punisher, hein, ouais, donc ouais, 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 mais je trouve sacré casting quoi. Sacré Casting, c'est un film Max encore une fois aux États-Unis. Ouais, ouais. Je sais pas trop quoi en penser, honnêtement. Je sais pas. Bah écoute, ça vaut peut-être le coup Ça vaut peut-être le d'être coup d'y curieux jeter quoi. un œil. Je sais pas ce que ça va faire en audience. Bah on sait que les films d'action du dimanche soir qui sont quand même inconnus du Ouais, grand public ont quand même un peu de succès, c'est hein. vrai, c'est vrai, c'est vrai. Sur France 2, ce sera Mystère à Saint-Tropez, la Ah comédie tiens, Christian Clavier, avec Jean Reno. Christian Clavier et Benoît Poelvoorde, Thierry Lhermitte. Ah c'est Benoît Poulvord, je croyais Ouais, qu'il y avait Jean Reno dedans, ouais, pardon. ouais, ouais, c'est ça. Je sais pas du tout qui va gagner, mais bon, voilà. En tout cas, Tout j'ai dépendra de la météo. Moi, je sais pas. sur France 3, une nouvelle série anglaise, McDonald et Dodds. En fait, c'est la saison 4, mais je veux dire que c'est fini de la série précédente. On rappelle Ok, le Grand Prix de Formule 1 de Miami sur Canal+, ouais, que bien je vais sûr. regarder, sinon j'aurais été sur Arte, parce qu'il y a un de mes Spielberg préférés, c'est Pentagon Papers, que j'aime Ah le fameux, d'amour ce faudrait que je film. le regarde. Vraiment, il est incroyable, et il est donc sur Arte. Sur W9, Ne le dis à personne, avec François Hmm, Cluzet, de Guillaume Canet. TFX, Sous le même toit, de Dominique Farrugia avec Gilles ouais. Lelouch et Louise Bourgoin. Sur TF1 série film de Alain Chabat, sur Sister Robocop en Oh, 2014, attention, hein, oh, que je n'ai jamais vu, mais bon, il paraît que c'est pas si grave ouais, que c'est ça. pas terrible. Et un téléfilm policier, La malédiction du volcan avec Catherine Jacob sur Paris Première. Voilà pour ce programme télé, très intéressant, je trouve, cette semaine. Ah, et carrément, j'ai envie de tout regarder. Et puis en plus, vous avez du cinéma en journée sur un jour férié, donc Ouais, profitez-en. Ressortez vos box et vos antennes de TNT parce que franchement, il y a ouais, pas mal de beaucoup, trucs à beaucoup de regarder, choses ça peut être intéressantes vraiment cool. cette semaine, je trouve. Ouais, carrément. Ce qui est intéressant aussi, c'est notre Patreon, parce que comme d'habitude, j'ai oublié de vous le dire en début de podcast, donc je vous le dis à la fin du podcast, patreon.com/critflixmedia, vous avez accès à toutes les choses qu'on sort, vous y avez accès en avance, 24 heures à l'avance par rapport aux autres, c'est entièrement gratuit. Après, si vous voulez si vous voulez nous donner un petit peu de sous, vous pouvez également, ça commence à partir de 1 euro, ça permet de nous aider, de pouvoir financer du nouveau matériel, et puis peut-être financer aussi nos allers-retours quand on doit aller interviewer des gens. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous voulez nous soutenir, si vous aimez ce qu'on fait, vous pouvez aller sur le Patreon et vous inscrire en payant ou pas. Mais voilà, et puis sinon on peut se rejoindre dans tous les cas sur Instagram et sur les divers réseaux. N'oublie pas le mardi matin aussi la matinale à 9 h où en direct je parle tout seul Mais je suis là. pour vous donner des news. Je suis là des Hein? fois. L'autre jour, j'étais là, mais j'ai pas osé intervenir. Mais j'en ai Ah vu un petit bout. non!
Il faut intervenir Eh, parce que comme ça, bien, ouais. ça me fait monter les pourcentages sur Ah Twitch. bah Après, je voilà, je pourrais suis être vraiment affilié. une merde de chien. Non, mais je suis pas resté. Je suis passé vite fait, je suis pas resté longtemps, mais j'ai été là. Mais que serait un Critflix sans David en plus si je sais que t'es là mais que tu Ouais, parles pas, comment je veux-tu que je m'en repasserai, je sorte? repasserai. Non mais voilà, en tout cas vous avez plein de rendez-vous dans la semaine, je vous invite à vous inscrire dans tous les cas sur le patreon.com /Critflix Media pour être au courant de tout puisque là-bas en direct je vous donne toutes les infos. Un grand merci encore David cette semaine d'avoir été là pour qu'on puisse parler de toutes ces informations cinéma et télévision. On se rejoint soit mardi matin, soit vendredi prochain ou samedi prochain, là on est un peu en décalé mais on vous en sort un toutes les semaines et c'est ça qui est bien. Donc dans tous les cas on sera là la semaine prochaine pour un nouveau Critflix. À très bientôt tout le monde. Salut à tous!